Alors, je vais maintenant appeler 2 personnes pour les conférences inaugurales, si elles veulent bien venir à la tribune. Vous intervenez 2. Donc, il y aura une intervention à 2 voix pour l'Université catholique de Lille. Je laisse mon ancien collègue Benoît Bourrel se présenter lui-même et je voudrais dire 2 mots, bien sûr, de présentation sur Thérèse Lebrun et sur Isabelle Capello-Agile. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Thérèse Lebrun. Thérèse a été président-recteur de l'Université catholique de Lille de 2003 à 2012. Elle est président-recteur délégué au pôle santé sociale depuis 2012. Elle a été, comme vous vous en souvenez sans doute, vice-présidente de la FIUC de 2009 à 2015. Thérèse est docteure en sciences économiques, elle est économiste de la santé et investie dans bien des domaines sociaux, à la fois au titre de ses responsabilités à l'intérieur de l'Université catholique de Lille, mais également comme experte évaluatrice pour les politiques publiques et notamment pour les politiques publiques dans la région nord de France. Et ce n'est une surprise pour personne si je dis que Thérèse est sans doute une des grandes figures du catholicisme social en France et bien plus largement en Europe. Je me permettrai d'ajouter juste un mot personnel. Dans ma carrière, j'estime que ça a été un honneur et un privilège d'avoir été embauché il y a quelques années par Thérèse lorsqu'elle était la présidente de l'Université catholique de Lille. Ça reste encore aujourd'hui parmi mes meilleurs souvenirs professionnels et je voulais t'en remercier très profondément, Thérèse. Isabelle Capello-Agile est actuellement présidente de l'Université catholique du Portugal, après avoir été vice-recteur pour la recherche et l'internationalisation dans la même université. Elle a un parcours, je dirais, à la fois personnel et professionnel extrêmement riche dans le domaine international, dans le domaine interculturel. Alors, je ne vais pas reprendre l'ensemble de ces publications parce qu'elles sont extrêmement nombreuses, ni l'ensemble de ces recherches, mais par rapport au thème qui est le nôtre, je voudrais souligner ces travaux particulièrement importants dans les domaines de la culture, de l'art et de la citoyenneté, où la dimension interculturelle a été bien évidemment particulièrement bien traitée. Et puis un autre thème qui me tient particulièrement à cœur eu égard à mon propre cursus, autre thème qui est lié à la diversité et au conflit. Je voudrais ajouter que l'Université catholique du Portugal, grâce à Isabelle, a été l'une des premières en Europe, parmi nos universités catholiques, mais de manière plus globale, dans le monde universitaire, à s'investir sur le sujet, monsieur le cardinal, que vous évoquiez il y a un instant, à savoir la question des réfugiés et des migrants. Et c'est d'ailleurs à ce titre que vous avez participé, pour notre plus grand bonheur, à cette conférence internationale que nous avons organisée à Rome, sous l'égide de mon collègue Loïc Roche, qui en a été le grand ordonnateur, il y a quelques mois, en novembre. Et puis, ce thème de la responsabilité sociale des universités, vous l'avez également particulièrement bien traité au moment du 50e anniversaire de votre université. Et c'est également à ce titre qu'il y a déjà longtemps, je m'étais permis de vous solliciter. Donc, merci beaucoup à toutes les deux pour votre présence et nous nous réjouissons de vous écouter sur ces sujets sur lesquels votre expertise et votre légitimité sont particulièrement fortes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François, pour ces mots sympathiques. Et merci aussi de nous honorer de ce qu'on appelle la conférence inaugurale. Le temps nous est compté et je suis très heureuse d'être avec Benoît Bourrel, qui est biologiste, qui a été doyen de notre faculté de sciences et technologies, faculté qui a l'originalité de s'être mariée avec la faculté de sciences économiques et de gestion pour former une faculté de gestion, économie et sciences. Pour quelle raison ? Parce qu'avec Benoît, nous avons dans les années 2000
lancé toute une stratégie de notre université en matière de développement durable et responsable, et que l'on s'est rendu compte que c'était un domaine extrêmement interdisciplinaire et que dans la crise qui était évoquée tout à l'heure, une crise à la fois sociétale et environnementale, il était important d'aborder ces questions de manière pluridisciplinaire. Et puis tout à l'heure, on disait aussi l'importance que les hommes et les femmes puissent contribuer à la vie de tous les jours. Donc vous voyez, nous avons choisi de venir un homme et une femme devant vous et j'ai plaisir à travailler avec Benoît depuis de très nombreuses années. Nous avons partagé notre intervention en 2 temps. Tout d'abord, il est important, cela a été dit tout à l'heure, de rappeler l'histoire. Nous ne venons pas de rien et lorsque aujourd'hui Benoît est vice-recteur à la responsabilité sociétale des universités, c'est aussi parce qu'au cours du temps, d'autres avant nous, ou au cours de nos mandats, avons fait évoluer les questions en fonction de l'évolution des questions de la société. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier l'histoire et pouvoir remettre les éléments dans leur contexte. Et donc très rapidement, à travers quelques slides qui vont passer derrière moi, vous verrez qu'au cours des années, nous avons adapté aux questions de la société le développement de notre université. Cette université est née en 1875, créée par des chefs d'entreprise visionnaires et catholiques qui voulaient fonder cette université avec 3 missions: former des enseignants, former leurs collaborateurs et leurs salariés comme chefs d'entreprise, ce qui veut dire que nous aurons très vite des écoles professionnelles, professionnalisantes, qu'on appelle aujourd'hui grandes écoles de business ou d'ingénieurs, mais aussi des écoles en matière de soins ou en matière de travail social ou de communication, par exemple. Et puis leur 3e volonté, pour des raisons historiques que je ne vais pas développer ici compte tenu du temps, ils ont également lancé tout un développement sur le prendre soin des malades et des personnes vulnérables, soit à cause du handicap mental, par exemple, soit à cause de la santé des enfants dans l'indigence, parce que les villes du nord de la France étaient particulièrement dans des situations de précarité à certains moments de notre histoire industrielle. Ce qui fait que dès l'avènement, nous aurons une tradition facultaire, une tradition professionnalisante et une tradition hospitalière. Cette université s'est toujours voulue ouverte et ancrée dans son territoire, mais également très internationale, et elle a la chance d'être complètement pluridisciplinaire puisqu'elle touche absolument toutes les disciplines. Elle compte aujourd'hui quelques 30 000 étudiants. On verra qu'au cours des années, nous allons souhaiter mettre l'accent de recteur en recteur, de projet en projet, de vision en vision et d'équipe en équipe, parce que ce sont des équipes, bien sûr, qui travaillent, et pas seulement un recteur, nous avons souligné certains points. Dans les années 60-70, une pédagogie structurante de l'être humain par l'accompagnement et l'apprentissage, et une ouverture à l'international qui était dans les années 60 originale. Aujourd'hui, c'est une évidence. Dans les années 80, la poursuite de l'ouverture internationale et l'analyse de toutes les grandes mutations socio-économiques apparues dès le milieu des années 70 et pour lesquelles nous écrirons beaucoup d'articles, d'ouvrages, mais nous irons transmettre dans le grand public également, parce que l'université doit transmettre, et pas seulement aux étudiants, par exemple. Nous avons lancé également une recherche qui a été une recherche-action pour une pratique chrétienne et éthique d'une économie en mutation. Et cela, nous l'avons fait sous l'égide de Michel Falise, qui fut recteur de notre université de 1979 à 1991, mais qui fut aussi président de la FIUC et l'un des fondateurs de notre fédération européenne. Michel Falise disait 2 choses. Il disait beaucoup de choses, mais j'en ai retenu pour partager 2. Il disait « Les contraintes d'aujourd'hui seront les degrés de liberté de nos actions de demain ». Et il nous disait aussi « Il vaut mieux des micro-réalisations positives et dynamiques plutôt que des macro-contemplations moroses ». Et donc, nous avions à agir. Dans les années 90,
outre le fait que nous avons modernisé l'université, recherché des moyens, lancé des campagnes de fundraising, ce qui était tout nouveau, en tout cas en France. On s'était inspiré du Canada. Nous avons voulu renforcer la formation humaine et sociale dans tous les secteurs, notamment dans les sciences de l'ingénieur et du business. Et nous avons développé des projets autour du sport et de la santé pour les étudiants, en assumant notre propre suivi de la vie étudiante, à travers la restauration, le sport, la santé et le logement. Dans les années 2000, nous avons voulu ouvrir encore davantage l'université à tous ces environnements politiques, sociaux, économiques, culturels, religieux, et nous avons lancé des problématiques liées à l'entrepreneuriat, avec Benoît au développement durable et responsable, liées aussi au handicap, au vieillissement, et nous avons poursuivi l'analyse des mutations socio-économiques. Nous irons jusqu'à contribuer à l'aménagement du territoire en lien avec les collectivités territoriales, en développant sur 15 hectares, en métropole lilloise, près de l'un de nos sites hospitaliers, un nouveau quartier de vie et de ville dédié au mieux vivre ensemble, dans un développement durable et responsable, dans une diversité et une mixité de populations et d'activités. Nous y accueillons notamment des personnes fragiles et vulnérables à cause du handicap, de la perte d'autonomie ou de la vieillesse. Dans ce quartier de 15 hectares, chaque jour aujourd'hui se rencontrent 5000 personnes, étudiants, soignants, habitants, résidents handicapés, patients, enseignants-chercheurs, entreprises et services. Et ces gens contribuent à des actions communes. Ce quartier que l'on a appelé Humanicité est un Living Lab, un laboratoire vivant de l'innovation sociétale de notre université, qui en a fait un lieu de formation et de recherche, de soins et d'accompagnement, mais aussi de participation inclusive à un mieux vivre ensemble au sein des villes intenses du XXIe siècle. Ce projet s'est déployé et se déploiera entre 2002 et 2020. Il a reçu le prix Siat ut Serviat de la FIUC à Melbourne en juillet 2015 et nous en sommes reconnaissants. Mon successeur, dans les années 2010, nous a lancés sur des voies de créativité, d'innovation, de co-élaboration, de co-design, comme il nous le dit, en développant toutes sortes de living labs, non seulement dans l'innovation en matière de santé ou sociétale, mais aussi d'innovation pédagogique, d'innovation technologique. Au fond, il nous dit, une université ne doit pas seulement regarder les humains nager dans la piscine et étudier cela. Une université ne doit pas seulement plonger dans la piscine avec les humains pour étudier cela, mais Benoît ajoute, une université doit devenir piscine pour expérimenter avec les étudiants et avec tous les acteurs toutes les nouvelles modalités, toutes les nouvelles questions, tous les nouveaux défis qui ont été rappelés par les personnes qui nous ont précédés, qui nous atteignent. Nous venons de créer il y a 2 ans un laboratoire multidisciplinaire et labellisé par le ministère français qui s'appelle Ethics, comme Experiment, Transhumanism, Human Interactions, Care and Society, avec des coopérations, y compris avec notamment l'Université catholique de Lyon. Nous avons également porté l'accent concrètement sur l'expérience étudiante apprenante au sein d'écosystèmes innovants, d'un campus créatif, de Living Lab de l'université, et nous y adjoignons très récemment l'art, la culture et le design qui nous semblent déterminants. Ceci fut dit également tout à l'heure. Passons maintenant à quelques présentations concrètes de cette activité d'ancrage dans un territoire en transition énergétique et sociétale. Et c'est Benoît qui en a la charge dans notre université. Merci Thérèse. Alors, qu'est-ce qu'une université ancrée dans son territoire? J'ai illustré, moi, différemment, plutôt avec des images. Thérèse est plutôt dans le texte. En fait, une université fonctionne comme une petite ville, qui est soit dans une grande ville, soit
soit à côté de la ville, selon qu'elle est intégrée dans un centre urbain, plus ou moins diffus, de manière plus ou moins diffuse, ou en périphérie. Ce qui est certain, c'est que l'université est connectée à la ville, elle est intégrée à la ville, elle doit être considérée complètement comme un acteur d'un écosystème, un acteur de cette ville, de l'économie de la ville, des relations de la ville et de son fonctionnement. Dans cette université, il y a des usagers, il y a des personnes qui y habitent, qui y étudient, qui y travaillent, qui étudient notamment les étudiants qui représentent un formidable potentiel de créativité, d'inventivité. Ils sont générateurs d'activité, les étudiants. Ils sont plus ou moins intégrés au tissu social, au tissu culturel du quartier, souvent sur une partie de l'année, voilà, en dehors de laquelle les quartiers universitaires tournent souvent au ralenti. L'université, donc, elle impacte fortement son territoire. Elle génère un dynamisme économique, un dynamisme créatif. Elle participe évidemment à l'attractivité du lieu, mais elle génère aussi quelques externalités négatives de la mobilité, des déplacements. Elle entraîne parfois une déstructuration de l'offre de logement local. Ça, c'est des choses que l'on connaît à Lille. Et cette université, finalement, gère son foncier, elle gère son parc immobilier, elle chauffe des bâtiments chez nous, elle les climatise ailleurs, elle les exploite, elle les rénove, elle les construit, elle apporte des services culturels, des services sportifs, de la restauration, des services de santé. Comme le disait Thérèse, une université, parfois, devient un expérimentateur, devient démonstratrice. Et donc, elle participe localement à les modalités, à la définition des modalités de transition économique, environnementale ou encore sociale. L'université est évidemment un haut lieu de production de connaissances, de recherche, de formation au service de la société. L'université favorise le débat, elle favorise le partage de connaissances, elle engage sa responsabilité pour un développement durable et responsable. Elle doit probablement aussi jouer le rôle d'influenceur, agir au sein des réseaux d'universités, mais aussi des réseaux d'entreprises, des territoires. Elle se doit d'être en veille et elle se doit d'être exemplaire sur des questions qui engagent l'avenir de l'humanité et de la planète. Je vais illustrer mes propos avec une photographie de l'université catholique. Donc une photographie, c'est forcément quelque chose qui est cadré sur un sujet, ce n'est pas complet par définition. C'est une photographie d'une université en transition énergétique, en transition sociétale. L'Université catholique de Lille met en œuvre depuis 2014 son programme d'orientation dans la troisième révolution industrielle. Ce programme s'appelle Live3. Live3 veut dire Lille, Vauban-Équermes, c'est le nom de notre quartier. Lille, Vauban-Équermes en transition énergétique, économique et écologique. Pourquoi avoir donné le nom du quartier à ce programme? Parce que même si ce programme est né dans le cerveau d'universitaire au départ, dès le départ, nous nous sommes dit, nous allons aller vers les acteurs du quartier, les habitants, les acteurs économiques, pour leur proposer de prendre part à notre projet. Cette université donc vise un objectif d'exemplarité. Cela implique une modification de sa propre gestion, de sa propre organisation. Elle développe donc des nouveaux services de mobilité douce et décarbonée, des bornes de recharge, des véhicules électriques, de services, des flottes de vélos. Elle améliore la performance énergétique de ses bâtiments. Elle les rénove, elle les rend intelligents. Elle passe d'un entretien classique des locaux à des modèles d'économie circulaire, du recyclage de papier en circuit court, du travail en journée des équipes de nettoyage, des jardins partagés. Tout cela impliquant, pour les jardins partagés, des étudiants. Pour avancer sur ces actions, eh bien, il faut à la fois une ligne directrice et la capacité de décider et d'investir. Donc l'université a mis en place un comité de la responsabilité sociétale de l'université qui regroupe les grandes directions, ressources humaines, direction financière, direction des moyens généraux, direction technique avec le vice-recteur. Cela, évidemment, démontre l'importance de la gouvernance dans la transformation même de l'université qui se doit d'être exemplaire sur ces questions. Cette université se dote d'un bâtiment démonstrateur, expérimentateur, que l'on appelle le rhizome. Le rhizome comme cette racine, vous savez, qui crée du lien, qui est un lien entre des plantes. Ce bâtiment est un expérimentateur socio-technique.
de la performance énergétique. C'est un bâtiment qui a été complètement transformé, isolé, dont les systèmes électriques ont été changés. Il est équipé de 1200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques de manière à autoconsommer l'électricité que l'on produit et charger des véhicules électriques. C'est un bâtiment d'enseignement et de recherche. Ce bâtiment va inviter ses usagers à développer des comportements pro-environnementaux, car les usagers auront à de multiples reprises la possibilité d'interagir avec le bâtiment et de gérer, par exemple, leur propre confort. Nous avons recruté, il y a 3 semaines, une nouvelle personne, un nouveau métier, celui de manager de la performance, de l'énergie et du bâtiment, qui va être à l'interface entre les services techniques, les usagers, les chercheurs et la technologie embarquée dans le bâtiment. Notre point de vue là-dessus est que cette transition n'est pas seulement technique, mais doit donner une place importante aux personnes, à l'humain, qui ne doit pas être embarqué dans un système de données. Les chercheurs sont évidemment mobilisés sur cette transition énergétique, et là nous hybridons les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines et sociales. Quelle utilité de ces nouvelles technologies? Quelles utilisations? Comment les usagers se les approprient? Et au final, donc, quels usages vont-ils en faire? Toutes les données que le bâtiment va produire, comment allons-nous également les utiliser, notamment pour produire de l'information vers les usagers. Voilà, donc nous sommes au cœur des questions socio-techniques qui se posent aujourd'hui dans tous les domaines de l'innovation. Donc ce bâtiment, c'est un objet de recherche, c'est un objet de formation pluridisciplinaire dans lequel nous cherchons à ce que la technologie soit mise au service de l'apprentissage. Ce bâtiment accueille la faculté dont parlait Thérèse tout à l'heure, la faculté de gestion, économie et sciences, qui est elle-même hybride et qui crée une nouvelle unité de recherche sur la ville durable et intelligente, avec plusieurs piliers, l'entrepreneuriat social, l'écologie urbaine et enfin la transition énergétique et numérique. Cette faculté développe aussi des nouvelles formations et de la recherche sur les usages et les comportements et les nouveaux modèles économiques. Nous développons aussi des services à la société, des prestations auprès de collectivités ou d'entreprises, et nous sommes très impliqués dans des réseaux et dans des groupes de travail régionaux. Alors, autre dimension, l'université anime avec le conseil de quartier, de ce quartier Vauban-Equerme, une démarche participative pour initier des projets qui du coup sont co-portés par l'université et des habitants, des associations, le conseil du quartier. Des projets très concrets sont en train de sortir depuis 2 ans à peu près que nous menons cette démarche. Un projet de tiers-lieu, donc un lieu dans lequel vont se développer des nouvelles activités, vont se produire des rencontres entre les acteurs du quartier. Un lieu que l'on appelle un repair café, qui va permettre de réparer des objets par des réparateurs bénévoles et de transmettre des expériences, de transmettre des compétences, donc une dimension d'apprenance également là derrière. Et ce projet est très très important pour nous à l'université. Alors, en prenant du recul, que représente cette photographie? En fait, cette photographie représente une forme de réseau maillé, de réseau coopératif, un réseau évolutif, c'est loin d'être figé, et un réseau apprenant. Il y a une orientation commune qui est celle du programme de transition énergétique et sociétale. Il y a des éléments dans cet écosystème, il y a des éléments physiques, c'est notre quartier, ce sont des bâtiments, ce sont des réseaux. Et bien sûr, il y a l'ensemble de l'organisation, ce que j'appelle l'organisation vivante. C'est la gouvernance, ce sont les usagers, ce sont les étudiants. Voilà. Donc nous cherchons à créer des liens entre les acteurs, à créer des liens entre ces projets et ces dispositifs. Tout cela, vous le voyez, est connecté avec le local, avec le quartier, avec la ville, avec les entreprises et avec le global, avec le national et l'international. C'est ce maillage coopératif et la vision qui est sans cesse rappelée qui fait finalement la pérennité de ce programme aujourd'hui, qui fait son agilité, son évolution et son impact, dont il conviendra évidemment de trouver les éléments de mesure. Pour conclure maintenant, il est très probable que cette manière de co-construire avec les acteurs locaux soit accessible à toute université
évidemment, dans tout pays, sur tout continent. Pourquoi? Parce qu'elle mobilise des énergies locales, des moyens locaux. Elle cultive son écosystème local, ce qui est un gage de solutions adaptées aux situations locales et créatrices de valeurs partagées au sein de cet écosystème. Voilà. Merci pour votre attention. Well, okay. Your Eminence, Excellency, Rector Mullaney, Father O'Connelly, President Father Rubens, Cher François, dear colleagues, I feel privileged and humbled to be here today to share with you some thoughts on social responsibility and a couple of concrete, tangible examples of what Catholic University in Portugal does in this regard. Our general meeting convenes around the crucial topic, Catholic universities working in solidarity as responsible agents from the local to the global. The profile of Catholic universities as agents of global solidarity is strategically inscribed in Ex Corde Ecclesia. The nature of the Catholic University is to be, and I quote, an academic community which, in a rigorous and critical fashion, assists in the protection and advancement of human dignity and of a cultural heritage through research, teaching, and various services offered to the local, national, and international communities. But what is the nature of these various services? And how do they speak to the changing concerns of our constituencies? In fact, to speak of the university in broad general terms is perhaps a misnomer, for although what we nowadays define as university and higher education was the creation of the universal church disseminated from Europe throughout the globe, the reality of universities in the US, South America, Asia, or Europe is quite different. So much so that we should phrase our object in the plural and ask why universities still matter. For a federation such as IFCU, this means precisely that general assumptions about the nature, the strategy, and the vision of universities cannot simply be considered as abstract principles, but rather require a situated approach so that what we mean may really matter to the different concerns of our communities. Over a century ago, universities were primarily gatekeepers of the past, preserving tradition as a strategic stepping stone to shape the future. The free cultivation of knowledge for its own sake was nonetheless structured upon rigorous and rule-based normative processes that supported the development of robust research. Individualism and norm-based research were at the heart of the model. Act alone, follow the rules, and you shall thrive. In a sarcastic description of study at Oxbridge, Virginia Woolf famously wrote, "The student who has been trained in research at Oxbridge has no doubt some method of shepherding his question past all distractions till it runs into its answer as a sheep runs into its pen." Despite the sarcasm of the sheepish description, the point is that the dominant structure of knowledge was based on preservation, emulation, and finally transmission, rather than as a forum for innovation and critique. The scholar in this model is shaped after a hermit, locked up in his Scriptoria University, carefully defending a bulk of knowledge to which only certain cultivated elites may have access. Woolf's critique is certainly radical, and it speaks to a moment of transformation of which we are still heirs today. That is, the transformation from a liberal arts model of free reasoning, which was elitist and undoubtedly had its flaws, to a specialization-driven paradigm, connoting technical expertise with social function and impact, but also a transformation from a mostly individualistic model of research and learning towards collective models of research development and even management.
John Henry Cardinal Newman's The Idea of a University provides the epitome of the university as an institution deemed to cultivate knowledge for its own end, but not as a haven of acritical emulation. He champions the idea of the university as a community of thinkers engaging in intellectual pursuit, not for any outside purpose, but as end in itself, ultimately forming individuals that through a broad, transversal, liberal education would be able, and I quote Newman, to think and to reason and to compare and to discriminate and to analyze, unquote. He speaks against the narrow specialization and stipulates that students should be taught on a wider, broader dimension. Mutatis mutandis, nowadays, and we heard this from Francois, we're speaking of artificial intelligence, the challenge of jobs. If one of the mantras of artificial intelligence experts is that a job that can be described may be automated, our task in universities leadership is to prepare for a future where the jobs to come have not yet been invented and move to increasingly build bridges between disciplines, of developing in our students the capability to think, understand, and unpack complexity. To provide students with broad competences in both the liberal arts and STEM disciplines, training professionals liable to shape the future and aid in tackling its many challenges, which are environmental and hence social, social and hence political, political and hence cultural. And when it comes to social responsibility, the first challenge will perhaps come from language. One of the laws of pragmatics is that meaning derives from context. And this is the occasion when we speak of social responsibility. Social responsibility is perhaps a loaded signifier because it speaks to different intellectual traditions across distinct interpretive communities. In a nutshell, everyone knows what social responsibility is, and most will arguably mean different things by it. University social responsibility is often considered a spin-off from corporate social responsibility, which for some interpreters in the English-speaking world sometimes carries socialist overtones, and for others is a strong marker of the social doctrine of the Church. In a certain way, the concept gained momentum from the 1970s onwards, particularly since Milton Friedman, in 1970, published a notoriously provocative article in the New York Times, where he argued that social responsibility is a fundamentally subversive doctrine in a free society. In illustrative fashion, the article was titled, "The Social Responsibility of Businesses is to Increase Its Profits." The counterpoint to Friedman's theory was soon to follow. From a strict economic perspective, John Elkington brought forth the notion of the triple bottom line, arguing that concern for society and the environment can coexist with an ambition for profit, while the conscious capitalist movement, inspired by Whole Foods CEO John Mackey, drew on the assumption that there can only be a future for society if businesses contribute to the common good. University social responsibility has evolved out of the university's relevance crisis as well, which became an unwitting Jeremiad from the 1990s onwards, particularly as the traditional organization of knowledge across schools, colleges, and departments began to be challenged by disruptive new disciplines, as new calls for representation began to be heard by groups underrepresented in the scholarly system, and as the complexity of problems faced by societies increasingly required multidisciplinary solutions. The crisis of relevance is often perceived as being driven precisely by the lack of engagement with a third mission, with social impact for some, engagement with businesses, and knowledge transfer for others, with community development. But in order to continue to be relevant, the university cannot be stuck to an idea that may threaten to become barren and empty in the long run. And we heard Cardinal Versaldi speak about the lack of engagement with the humanities, how many universities are changing, shifting to professional development, forgetting the ethical dimension of the humanities. So we need to change, but not to change into something that will let go of the main core idea of what a university is. So it cannot either do away with the principles that have traditionally guided it, the preservation and the advancement of knowledge for the good of society, and neither can it simply resign to becoming a utilitarian institution deemed set on the transmission of simply professional skills.
What is then to be done? Balancing principles with needs, a universal drive to gauge the achievements of science and technology, to foster global dignity with the responsibility to act in the communities close to us, Catholic universities will undoubtedly profit from a strategy of what we may call cosmopolitan exchange, mediated by networks such as IFCU that may provide differentiated approaches to tangible, concrete problems, keeping in mind that no matter how excellent or sound academic efforts are always provincial endeavors that seek to find tentative answers to a world that does not stop at our own borders. University social responsibility may be tentatively defined as the strategic commitment to consider wider society as a stakeholder of the university and to act accordingly. Throughout the globe, a wide variety of projects have been effectively seeking to define and deliver research action models for the social responsibility of higher education institutions and measure their progress. University ranking institutions such as U-Multirank in Europe and more recently QS have begun to rank institutions. We'll go further and then come back to this, I hope. Okay. I have to go slowly. Okay. So I was talking about U-Multirank and QS. QS has begun to rank institutions according to social responsibility markers with the intent of allowing institutions to monitor the implementation of these measures. QS has defined a methodology that links or that works these specific 4 markers. The first one, community investment and development, focused on the development of the region surrounding the campus, and we heard the excellent example of Lille. The second one focused on charity work and disaster relief, which is focused on measuring the awareness of the institution for external issues, the migration crisis, for instance, or catastrophic events. So here we already see the local on the one hand, the global on the other. Thirdly, regional human capital development, which speaks to the percentage of students employed in the community and the contribution of alumni to the region. And fourth, environmental impact, which measures the level of awareness regarding environmental impact, the sustainable campus, whether the university has a sustainability web page, an energy conservation program, and so on. But more importantly than QS, I wish to point, of course, to IFCU's flagship project, which was began in 2017, aimed towards the development of a reference framework on social responsibility at Catholic universities. And this is truly something that we were speaking about, working in solidarity, working together to further our goals as universities. This is certainly an area where we can profit from the expertise that IFCU has been developing. One of the things that I wanted to show is that in the QS ranking, it was the so-called religious-oriented institutions, the Università di Tendenze, that have a higher profile in that ranking. And we would expect to have a lot of Catholic universities there. But that is not the case. We have more Islamic universities in that ranking. So this truly means that this is an area that where we have to up our game. Because, I must say, because of our nature and our identity, this is an area where our relevance as Catholic universities is clearly at stake, and where there is a lot more to be done. The Church has consistently appealed to Catholics in all sectors to provide example of their sense of responsibility and their service for the common good, as phrased by the Apostolic Constitution Gaudium et Spes. The Second Vatican Council reminds us that it is our task as Catholics to act across all sectors of society to support the furtherance of humanity and work towards an effective universal community. And as university leaders, we are particularly called forth to work towards this goal. But to do this also in specific and tangible terms.
In the audience with the Catholic University of Portugal in October 2017, Pope Francis alluded to the urgent need of universities to descend into the realm of the tangible. He inspired us to think of the tangibility of the truth that we all seek as scholars because, as he said, truth stands for something more than erudition. Universities are then urged to consider the tangibility of their research and teaching models. He said, we should ask ourselves, how can we ask our students to avoid viewing a university degree as synonymous with a higher position, increased affluence, or higher social standing? They are not synonymous. Are we helping them to view their training as a sign of their greater responsibility in the face of the problems of today, towards the poorest among us, towards the environment? Providing analysis and descriptions of reality is not enough. It is also necessary to generate spaces of genuine research and debates that generate alternatives to the problems of today. It is imperative to descend into the realm of the tangible. This urgent determination to be concrete, pragmatic, and action-driven, to promote strategies that will educate students to really improve the lives of our fellow humans, requires as well a strong focus on the training of educators. Our faculty must be inspired to blend their wealth of knowledge with the universal sense of the Catholic community of belief, while acting as responsible masters of risk, as the Pope mentioned in his address to the World Education Congress in 2015. Because, in fact, a university is never a fully rounded accomplishment, it is to be understood as a project and as a risky one at that, with educators as guides in this process. The Pope reminded us in this audience that a university, despite its universal vocation, cannot forfeit its local grounding. It is, and I quote, incarnated in the flesh of our people, and their struggles, their concerns, and their dreams have an hermeneutic value that cannot be forgotten. In his address, Pope Francis outlined the vision of the university that does not simply conceive of social responsibility as a third pillar alongside research and teaching, but that in fact articulates it as part and parcel of both the nature of the university and the substantive notion of its Catholic identity. Social responsibility is then much more than the third pillar or the third mission. It defines what a Catholic university is as well. In teaching and research, it is reflected in a holistic dialogue amongst the several fields of knowledge and between them and society at large. A socially responsible university is also person-centered, focused on empowering and learning from our knowledge communities, students, faculty, and staff. And finally, it is geared in all its activities to serve the common good without forsaking the tangible and localized issues of the local or the regional and national communities universities are embedded in and whose voices want to be heard. So now a couple of examples from the Catholic University of Portugal. We have recently been invited to become the founding institution of the Portuguese Observatory for Social Responsibility in Higher Education Institutions, and to guide you through the many areas where we work on social responsibility that is conceived both as a bottom-down and a top-up initiative. It's something that is built into the strategic policy of the university, but that is also worked through the many initiatives that are fostered by the students, by the academic communities, by volunteers, by our faculty. So in teaching, for instance, a couple of examples, we have created the Social Economy Framework Initiative, which provides training for NGOs, which provides education for smaller communities, and it is anchored, this Social Economy Framework Initiative, it is driven from the business school in Lisbon, but with pillars in all the 15 faculties of the university. And another aspect of this initiative is to foster and implement social responsibility strategies in companies.
As part of the teaching model, the liberal arts curriculum was an initiative that was devised 3 years ago, I must say, to prompt students to leave their comfort areas in the core disciplines of their degrees and to, in mandatory fashion, take seminars outside their disciplinary node. Let's say all business and economic students need to take philosophy or humanities courses, and the same goes for philosophy students will have to engage in courses that are offered by the Institute of Health Sciences or any other area. So this was one initiative. We developed other projects that were intent on creating specific disciplines that were interdisciplinary, and this would not work. I mean, specific disciplines that are interdisciplinary are viewed sometimes with a sort of suspicion by students. When their electives, when they have a number of electives that will forcefully need to be taken outside their core curriculum, then this is where this transdisciplinary engagement occurs. As far as research development is concerned, one of the policies that we are extremely passionate about is to disseminate the scientific knowledge we develop at the university to the community. One such example is in the circular economy is a network that was devised out of our School of Biotechnology on food safety. It's a flagship initiative called the Safe Food Consortium that not only researches but teaches the community on how to prevent disease and how to develop a more healthy food system. A good example of this consortium was that one of our researchers was successful in inscribing into the National Health Initiative, an initiative to prevent listeria or listeriosis, which in Europe is the disease that has the 5th largest death toll. It's something that sometimes falls under the radar. This is the consortium. It's national and international as well. These are now the third pillar is empowering the university community and training. Some of the initiatives that we have, one that is focused on the region, it's called My Square Kilometer, and it's geared towards the development of initiatives, social development initiatives around the area of the campus in Lisbon. We work with ReFood, which is an NGO that caters to help the homeless through a project of circular economy. There are projects of engagement with the elderly, the Common House Initiative, which is one of the flagship initiatives on student volunteer work with the African migrant communities, where students go into these communities and live with them for a whole year. It's not simply going in and working together, but actually living in the community for a full year. The Pope Francis Fund, let me just single out, was our offer to the Pope when we met with the Pope in October. We felt that there was much more that the university as a whole needed to do to support migrants, other than looking at the causes, working with NGOs, doing volunteer work, but we need to include those who are in need, those in our communities, but also those who flee war and famine. So through fundraising and investment of funds of the university, we created the Pope Francis Fund, which is geared towards supporting low-income students, migrants, and refugees. And a final example of inclusion, the Hand That Sings choir was an inclusion program for dumb and deaf students taking our bachelor degree in Portuguese Sign Language.
And this is from the Pope Francis Fund, and yes, this is the Hands That Sing. It's one of the cultural initiatives that we are most proud of. They have truly changed the profile and the perception of the dumb and deaf in Portuguese society. And the maestro, one of our colleagues at the university who leads this group, has been doing this for 3 years, makes us very proud. I will just finish. I know I'm over time. We also have some environmental initiatives that I will skip, and an initiative to place culture at the heart of the knowledge-producing model of the university. I'll leave you with this. This is the Dove of Peace, which is made out of recycled materials. It's a street art project, as many others, that is placed at the heart of the university. The challenges for Catholic universities are thus, as we've seen, axiological, epistemological, and cultural. As Pope Francis asks in the encyclica Laudato Si', it is also our job as educators to think of the kind of world we wish to leave to those who come after us, to the children growing up who will become our students in the future. The mission of the university is played out in reaching out to the community beyond the borders of our colleges, preserving the ecological present of our common house so that those who come after may have a future. The splendor of our present is that never in history have we had the technological possibilities of being so close to those who are far away, of having access to amazing archives, to science data throughout the globe. Never before in the past have we had such amazing possibilities of cultivating science to defend human dignity. The challenge is precisely of using this power to move towards ever more inclusive universities. Thank you.